Dans le premier, je vous parlais des conséquences des violences sexuelles sur les victimes. Aujourd'hui, on va affiner un peu tout ça, et pour ce faire, je vais me baser sur les recherches du docteur Muriel Salmona. Muriel Salmona est psychiatre psychothérapeute, chercheuse et formatrice en psychotraumatologie et en victimologie, présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Elle est également l'auteure de nombreux articles sur les violences conjugales et sexuelles, la protection et la prise en charge des victimes. C'est en tout cas ce qui est marqué sur la couverture de son livre Noir des violences sexuelles, sur lequel je vais m'appuyer ouvertement pour cet épisode. Livre sur lequel je vais donc beaucoup m'appuyer, essentiellement m'appuyer, presque exclusivement m'appuyer, souvent cité, parfois récité, carrément sans modifier. Oui, je vais salement plagier. Bouh, le plagiat c'est trop pas bien. Donc il se passe quoi dans la tête et dans le corps d'une victime qui a subi un viol? Plein de trucs pas beaux, avec des incidences moches et des noms de merde. C'est pourquoi je suis aujourd'hui accompagnée de mes deux pseudologues attitrés, afin de vous expliquer au fil de l'épisode plusieurs petites choses qui vous permettront de ne pas être trop paumés. Bonjour, je suis le docteur Frödelein. Bonjour, je suis le professeur Hindenbaum. Et moi, c'est l'assistant Gallum. Par nature, l'être humain n'est pas censé être violent envers ses semblables. C'est un être empathique de par l'action des neurones miroirs. Ce sont les neurones responsables de l'état préempathique qui permettent de transmettre des émotions de façon contagieuse. Pour eux, voir quelqu'un faire quelque chose, imaginer faire quelque chose ou le faire soi-même réellement est la même chose. Le cerveau réagit de la même façon. Ce qui fait que l'état de quelqu'un va nous toucher comme si nous ressentions la même chose. Je vous invite à voir ou à revoir l'épisode 21 d'Y penser, dans lequel c'est très bien expliqué. Les neurones miroirs nous permettent de voir, de ressentir la peine, la douleur et la souffrance des autres. Et ils nous poussent à agir en conséquence en leur venant en aide pour atténuer cette souffrance. Une agression ne devrait donc pas être possible. C'est justement pour ça qu'elle fait aussi mal. Décider d'aller contre sa nature propre en infligeant à quelqu'un une telle souffrance provoque un non-sens. Puisque cet acte va à l'encontre de tout ce qui est normal, acceptable et compréhensible, la victime se retrouve en état de choc. L'agression détruit toutes les certitudes, tous les idéaux, toutes les croyances de la victime en lui faisant jouer un jeu dans la réalité de l'agresseur. Un passage dans la 4e dimension. Pour citer le livre noir de violence. Bouh, le plagiat c'est trop pas bien. Donc, pour citer le livre noir, la violence ne peut être ni absorbée ni métabolisée. Elle fait effraction et entraîne une hémorragie psychique avec un vécu d'anéantissement, laissant une sensation de vide et de mort psychique. C'est violent, oui, mais c'est aussi très juste. À ce moment-là, il est donc complètement impossible pour le cerveau de comprendre ce qui lui arrive puisque c'est pas logique. Et comme le cerveau n'aime pas ce qui est logique, il se démerde comme il veut pour suivre. Dans les témoignages, on s'aperçoit que tout le monde ne réagit pas de la même manière face à une agression. On voit même qu'une personne qui a subi plusieurs agressions peut réagir de différentes manières à chaque fois. Il n'y a aucune constante. Généralement, on retrouve des choses comme la sensation d'être ailleurs, celle d'assister à la scène comme un simple témoin, ou encore avoir juste un gros trou noir. En fait, il y a autant de réactions différentes que d'agressions. Ces réactions ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont juste ce que notre cerveau a trouvé de plus logique pour parer à l'illogique de la situation. Ça, c'est donc ce qui se passe pendant l'agression. Maintenant, vous vous doutez bien que ça ne s'arrête pas là, ça serait trop simple. L'agression est traumatisante, au sens strict. Le joli bordel qui s'entraîne dans le cerveau à ce moment-là est ce que le docteur Salmona appelle la mémoire traumatique. Elle définit la mémoire traumatique comme étant une mémoire sensorielle et émotionnelle brute et hypersensible piégée dans l'amygdale cérébrale. Face à un danger, la réponse émotionnelle normale est celle-ci. Dans l'amygdale cérébrale, les glandes surrénales sécrètent de l'adrénaline et du cortisol, les hormones du stress, ce qui permet de mobiliser une grande quantité d'énergie en augmentant l'oxygène et le glucose. Le cœur se contracte plus fort, bat plus vite, la fréquence respiratoire accélère, le débit sanguin augmente et un état d'hypervigilance se déclenche. Ensuite, le cortex cérébral et l'hippocampe s'occupent d'encoder, traiter, puis stocker les informations pour faire de la situation vécue un apprentissage. Par exemple, mettre sa main sur les plaques électriques de la cuisine quand elles sont chaudes est douloureux. Quand on le sait, on ne le fait plus. La réponse émotionnelle allumée ne peut s'éteindre qu'avec l'aide de l'hippocampe. Pas celui-là.
C'est lui qui module les émotions en fonction de la situation et des besoins en énergie de l'organisme et qui éteint la réponse émotionnelle si le danger n'existe plus. Pendant l'événement, toutes les informations émotionnelles, sensorielles et tout le travail effectué seront traités, encodés, puis stockés par l'hippocampe dans les circuits de mémorisation. L'événement sera alors mémorisé et intégré dans les circuits neuronaux et donc disponible pour être ensuite évoqué et raconté. Salut, salut! Alors, le cortex cérébral, c'est tout ça. L'amygdale, elle est là. Et l'hippocampe, ici. Dans un premier temps, le récit sera accompagné d'une réaction émotionnelle qui deviendra progressivement de moins en moins vive. La mémoire émotionnelle, elle, restera sensible pour rappeler l'expérience d'un danger à éviter. C'est ce qu'on appelle la mémoire autobiographique. Dans le cas d'un viol, la réponse émotionnelle s'enclenche automatiquement, mais se retrouve face au non-sens de la situation. L'activité corticale se paralyse, entraînant un état de sidération, une incapacité d'analyser la situation et de réagir de manière adaptée. Le souvenir de l'agression reste donc bloqué à ce niveau-là. Il ne pourra jamais être encodé, il ne pourra jamais être traité, il ne pourra jamais être stocké. De cette manière, il ne pourra jamais devenir un souvenir autobiographique. Il ne pourra jamais être raconté normalement et il restera toujours sous cette forme, il sera toujours revécu de la même manière, sans qu'on ne puisse jamais changer. La mémoire traumatique fonctionne comme une machine à remonter le temps. Elle s'allume n'importe quand et fait revivre à l'identique l'événement traumatisant. Si elle n'est pas traitée, elle va revenir hanter les victimes en leur faisant revivre éternellement le film des violences. Le tout avec les mêmes sentiments d'effroi, de sidération, de détresse, de mort imminente et d'impuissance. Et c'est donc l'allumage de cette merde qui provoque des quintaux de réactions chiantes chez les victimes. Dans cette horriblement longue liste de symptômes, nous pouvons trouver la phobie du lavage de dents, des soins alimentaires ou de l'ingestion de certains aliments suivant la température, le goût, la consistance. Forcément, si ça fait penser à du sperme, on est dans la merde. Des crises d'anorexie ou de boulimie, des nausées, des vomissements. Tout ça pouvant renvoyer à des viols avec pénétration orale ou à des baisers forcés et intrusifs, notamment dans l'enfance. On peut se retrouver face à des crises d'angoisse comme de banale cystite. Une cystite est une infection urinaire localisée au niveau de l'appétit. Des douleurs pelviennes chroniques. Bobo dans le bas du ventre. Une phobie des examens gynécologiques ou de certains actes sexuels avec une absence totale de désir ou un vaginisme qui rend la pénétration douloureuse voire impossible. Sécheresse vaginale et bobo l'achète. Et paradoxalement des accès de masturbation compulsifs en imaginant des scénarios pornographiques. Branlette. Des crises d'angoisse ou de panique quand on est bloqué dans un avion, le métro ou un ascenseur, ou quand quelqu'un nous serre les poignets ou les chevilles. Des insomnies sévères ramenant à une séquestration ou des violences subies par exemple la nuit. Une odeur peut entraîner un malaise ou des nausées, un bruit peut paraître angoissant voire intolérable, une douleur peut faire paniquer si ça rappelle l'agresseur ou l'agression. On est dans la merde. On peut se retrouver avec la sensation d'étouffer, avoir impérativement besoin de prendre l'air. On peut avoir des céphalées, Ma tête. des acouphènes, Bruit que l'on entend dans une oreille, les deux, la tête. Comme le bruit du sang qui coule dans les veines, des sifflements et des bourdonnements. des pertes de connaissances, une phobie de tout ce qui peut serrer le cou ou appuyer dessus, avec paradoxalement des idées suicidaires de pendaison ou des jeux de non-oxygénation. Jeu où on est privé d'oxygène. Eh mais tu nous prends pas un peu pour des cons là quand même? Tout ceci peut ramener à des violences avec tentative de strangulation ou d'étouffement. Tout ça sans parler des sempiternelles, dépression, cauchemars, insomnie et compagnie. Et comme si c'était pas suffisant, on peut se retrouver avec un désir de mort obsédant, se mettre en danger, soit physiquement, soit par le biais de diverses drogues. Mais ça, j'y reviendrai plus tard dans une autre vidéo. Être dans une très grande souffrance physique et psychique, en proie à des flashbacks, des pensées, des sensations et des images liées aux violences qui s'imposent à nous, des cauchemars fréquents, nous sentir déconnectés avec un sentiment de vide, de dépersonnalisation, de culpabilité, de honte, d'être étranger au monde, avoir une perte de confiance et de l'estime de nous sentir en état de danger permanent, hyper vigilants, très anxieux avec des attaques de panique soudaines qui nous terrassent, des évitements phobiques, nous sentir irritables avec des colères explosives, tendus, n'arrivant plus à nous projeter dans l'avenir, dépressifs, en retrait social, affectif, intellectuel, en échec scolaire, professionnel, présenter des troubles de la mémoire et de la concentration,
des troubles du sommeil, de la sexualité, être en prise avec des comportements et des conduites compulsives qui s'imposent à nous et qu'on ne comprend pas, comme des conduites à risque, des mises en danger, des conduites agressives et auto-agressives, tentatives de suicide, automutilation, des conduites addictives comme l'alcool, la drogue, le tabac, les médicaments, le jeu ou le sexe, des troubles alimentaires, anorexie, boulimie. La vie peut être devenue un véritable champ de guerre permanent sans espoir d'en sortir. Il s'agit là de conséquences normales sur la santé mentale de situations anormales avec des troubles psychiques spécifiques comme l'état de stress post-traumatique. Donc, quand je parle de jeu et bordel, c'est pas des cracks. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des troubles psychotraumatiques. Un psychotraumatisme est un phénomène d'effraction du psychisme et de débordement de ses défenses par les excitations violentes dues à la survenue d'un événement agressant ou menaçant pour la vie ou l'intégrité physique ou psychique d'un individu qui y est exposé comme victime, témoin ou acteur. En gros, c'est donc l'ensemble des troubles psychiques immédiats, post-immédiats, puis chroniques, qui se développent chez une personne après un événement traumatique ayant menacé son intégrité physique ou psychique. En plus de l'horreur de tout ça, ces troubles psychotraumatiques sont dangereux pour la santé physique de la victime. La production systématique d'adrénaline et de cortisol entraîne des risques neurologiques et cardiovasculaires importants. Bah oui, puisque les choses sont vécues de la même manière encore et encore, le corps réagit aussi de la même manière, exactement comme si le danger était aussi présent lors de l'agression. Seulement voilà, le cerveau est quand même balèze. Il sait que la trop forte production de ces hormones est nocive pour la santé et du coup il trouve des parades pour la stopper. La disjonction par exemple. Le cerveau fait disjoncter le circuit émotionnel en sécrétant en urgence des neurotransmetteurs Endorphine. et des substances Substance antagoniste des récepteurs de la N-méthyldéasparate. assimilables à des drogues dures comme la morphine ou la kétamine. On parle aussi de morphine-like et de kétamine-like. C'est un cocktail très puissant qui permet d'interrompre brutalement la connexion entre l'amygdale cérébrale et les autres structures du cerveau. L'amygdale isolée reste à lui, mais les infos ne passent plus. Donc la production d'hormones de stress s'arrête et le risque vital avec. Ça, c'est ce qui se passe par exemple quand on se réveille après un cauchemar, qu'on s'en souvient pas, mais qu'on sait qu'il était terrible parce qu'on en tremble encore, que l'oreiller est trempé. C'est ce qu'on appelle une disjonction immédiate. Le problème de cette disjonction, c'est qu'elle a deux principales conséquences négatives. La première, c'est qu'elle peut entraîner un état d'anesthésie émotionnelle et physique. En gros, une fois que le cerveau est disjoncté, il ne se remet pas en marche, il reste déconnecté. On continue de vivre les violences, mais on ne ressent plus rien. On plonge dans un état de dissociation corps-esprit total. Ça donne un sentiment d'irréalité, d'indifférence et d'insensibilité. Comme si on était absent ou simplement spectateur de notre propre vie, le tout s'accompagnant d'une sensation de corps mort. Comme une simple poupée de chiffon. Aucun contrôle, aucun sentiment, aucune sensation. La conséquence immédiate, c'est qu'en cas de danger, on est totalement incapable de se défendre puisque cette partie-là du cerveau est totalement HS. Et pour l'avoir personnellement expérimenté, je peux vous assurer que c'est assez déstabilisant de se comporter comme un zombie. Quant à la deuxième, elle se fait sur un plus long terme. Mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. Il s'agit des addictions qui peuvent découler de ces disjonctions. Avec tout ça, on n'est pas dans la merde, tiens. Et encore, j'en ai gardé pour les prochaines vidéos. Mais le problème, c'est que malgré le besoin vital, très peu de victimes peuvent accéder à un suivi adapté. Et ça pour plusieurs raisons. Déjà, par peur de parler, la honte, la culpabilité, mais aussi parce que souvent on ne nous croit pas, qu'on minimise les faits et que ça n'engage pas à parler. Mais aussi parce qu'il n'existe pas de formation spécifique au psychotraumatisme. De ce fait, même le personnel normalement qualifié n'est pas toujours capable de prendre en charge des victimes. Les médecins ne font pas forcément le rapprochement entre les troubles évoqués précédemment et des violences sexuelles subies en amont. Du coup, ils vont traiter les symptômes sans se préoccuper de la cause sous-jacente. Bien, messieurs, diagnostic différentiel. Maladie de Wilson. Peste bubonique. Ou peut-être un lupus. Il a écrit dans son dossier qu'elle a subi des violences sexuelles entre ses 4 ans et aujourd'hui. Vous pensez que ça peut avoir un rapport? Non, le lupus colle mieux. Prélevez-lui un bout de serviette pour vérifier et commencez à traiter avec 2 paires de sérum puis toutes les 10 minutes avant que ses orteils commencent à tomber. Ok, chef. Dans son livre noir, le docteur Salmona dit: les victimes ont absolument besoin d'un discours médical compétent, informatif, mais aussi solidaire et réconfortant. Un discours tout simplement humain, prenant en compte la réalité des violences subies et des souffrances endurées. Un discours dénonçant les violences sexuelles et rappelant la loi. Un discours remettant le monde à l'endroit. Et malgré ce besoin vital, elles n'ont pas accès.
Pour ne pas rendre la vie des victimes encore plus compliquée qu'elle ne l'est déjà, il faut pouvoir former le personnel concerné. Et en attendant, on peut se reposer sur des associations comme celle du Dr Salmona ou sur JSI. Toujours dans le livre noir, il y a un passage qui m'a beaucoup marqué de par la justesse de la description. L'enveloppe de sens déchirée par la violence devient alors une enveloppe vide, générant une perte d'identité. La violence enquistée maintient béante la déchirure et aucun des processus de réparation habituels ne permet plus de remplir l'enveloppe devenue tonneau des Danaïdes, malgré les tentatives incessantes de colmatage des brèches. Ces tentatives font appel à des personnalités d'emprunt, accompagnées d'émotions et de sentiments douloureusement ressentis comme factices. La vie, devenue une mise en scène de la vie, est alors une lutte de tous les instants pour maintenir à tout prix un semblant de cohérence et ne pas sombrer dans le puissant fond de la mort psychique, par le vide, l'absence d'émotions et de sentiments, et pour essayer sans relâche d'aimer malgré tout. C'est digne d'une tragédie grecque. Pour terminer, je tiens tout de même à préciser que malgré toute cette souffrance, malgré toutes ces horreurs qui nous bouffent de l'intérieur, on peut s'en sortir. Quand on a trouvé un suivi adapté et quelqu'un à qui parler, on y arrive. Pour tous ceux qui ne sont pas patients et qui voudraient rapidement se débarrasser de tout ça, je citerai Cécilia, une grande philosophe bretonne encore tristement trop peu célèbre. Pour évacuer un traumatisme, mangez des pruneaux. Wouhou! Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Je sais, il est très long, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, et même en découpant plusieurs sous-parties, ça reste très conséquent. Si vous voulez plus de précisions sur les troubles psychotraumatiques, vous pouvez lire le livre noir des violences sexuelles du Dr Muriel Salmona, ou vous rendre sur le site de son association mémoiretraumatique.org. Pour JSI, vous commencez à connaître la chanson, c'est tout. Comme d'habitude, partagez cette vidéo au maximum, n'hésitez pas à nous contacter, à nous poser vos questions. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour continuer à briser les chaînes du silence.